Ma petite amie a dit, il est tellement fauché. J'ai répondu, nous avons fini pour de bon. Puis je suis sorti de la fête, j'ai fait mes valises, j'ai continué ma vie, et j'ai juste regardé pendant qu'elle découvrait que j'étais loin d'être fauché quand elle s'est présentée à mon nouveau bureau en état de choc. Je suis Nathan. J'ai 29 ans, et j'ai appris à mes dépens que certaines personnes ne vous aiment pas, elles aiment votre style de vie potentiel. Pendant 2 ans, j'ai honnêtement pensé que Rebecca et moi construisions quelque chose de vrai. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue dans un jardin par l'intermédiaire d'amis communs. C'était l'une de ces soirées d'été avec des chaises pliantes, des assiettes en carton et une enceinte Bluetooth qui n'arrêtait pas de se déconnecter. J'étais le gars debout près du barbecue, parlant à un ami du travail et essayant d'ignorer à quel point j'étais fatigué par une autre semaine de 60 heures. Rebecca est arrivée en retard, des lunettes de soleil sur la tête, riant de quelque chose que l'autre avait dit. Elle avait ce genre de présence où l'air change pendant une seconde. Elle a pris un verre, s'est déplacée dans la foule comme si elle était la propriétaire des lieux, et puis, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée à côté de moi dans la file d'attente pour la nourriture. « Tu es le gars de la finance, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux. « En quelque sorte, ai-je dit. »« Je travaille dans le conseil, » a-t-elle souri. Notre amie a dit, « Tu n'arrêtes jamais de travailler. » J'admire cela. La plupart des gars de mon âge agissent encore comme des adolescents. Ces mots ont touché un point sensible. Je me poussais à bout depuis des années, et la plupart des gens me qualifiaient de bourreau de travail, pas d'admirable. Entendre quelqu'un dire qu'il respectait mon éthique de travail faisait du bien. Nous avons parlé le reste de la nuit de podcast, des voyages que nous voulions faire, de la difficulté d'essayer de progresser alors que tout le monde semblait être en vacances. Elle était drôle, rapide avec ses répliques, et elle écoutait d'une manière qui me donnait l'impression que ma vie ennuyeuse de chiffres était en fait intéressante. 3 semaines plus tard, nous étions officiellement un couple. Rebecca s'entendait bien avec mes amis. Ma sœur l'aimait bien. Mes parents pensaient qu'elle était charmante. Elle était toujours bien apprêtée. Les ongles faits, les tenues coordonnées, sachant quel restaurant était à la mode ce mois-ci. Je ne suis pas du tout comme ça. Je suis simple. Des jeans, des chemises basiques, une paire de chaussures correctes. Mais j'aimais qu'elle apporte de la couleur dans ma petite vie très grise. Après 8 mois, nous avons emménagé ensemble. L'appartement n'était pas impressionnant. 2 chambres, un vieux bâtiment, des planchers qui grincent, mais c'était propre dans un quartier décent et abordable. Je l'avais choisi exprès. Non pas parce que je ne pouvais pas m'offrir mieux, mais parce que je ne voulais pas que mon style de vie trahisse mon compte en banque. Voici ce que Rebecca ne savait pas. Je vivais bien en dessous de mes moyens. Je conduisais une Honda vieille de 10 ans qui cliquetait à grande vitesse, mais qui passait quand même l'inspection. Mon canapé venait d'un magasin à prix réduit. La plupart de mes vêtements venaient de magasins d'usine. Ma montre était un simple objet numérique que je possédais depuis des années. Pour la plupart des gens, j'avais l'air d'un gars qui commençait tout juste à se stabiliser. En réalité, j'avais bien réussi très tôt. Je travaillais dans le conseil financier et j'avais fait des investissements très intelligents à la sortie de l'université. Je n'étais pas secrètement un milliardaire, mais j'étais très à l'aise. Je n'avais aucune dette. J'avais des économies. J'avais un portefeuille d'investissement décent et un projet parallèle qui se développait lentement. J'avais aussi vu trop d'amis se faire utiliser. Un copain s'est marié et a découvert plus tard que sa femme ne l'avait jamais aimé, seulement l'argent de sa famille. Un autre a eu des petites amies qui étaient adorables jusqu'à ce que sa prime tombe, puis soudainement ont commencé à planifier des vies autour de maisons et de voitures qu'ils ne voulaient même pas. Après suffisamment d'histoires comme celle-là, vous commencez à vous demander qui serait encore là si vous perdiez chaque euro. Alors, je me suis fixé une règle. Si quelqu'un finissait par être avec moi, ce serait parce qu'il m'aimait quand j'avais l'air moyen, pas impressionnant. La première année avec Rebecca s'est bien passée. Nous nous disputions parfois au sujet de choses normales, des horaires, des tâches ménagères, de la visite de nos familles respectives, de petites préférences, mais dans l'ensemble, cela semblait stable. Nous parlions de l'avenir, de projets de voyage, peut-être d'une maison un jour. Elle aimait mentionner des quartiers de rêve avec de grandes maisons et de belles voitures. J'hochais la tête et je disais, nous verrons. Nous avons commencé à parler de mariage vers le cap d'1 an. Pas de planification sérieuse, juste des conversations pour un jour.
Elle disait des choses comme « J'ai hâte d'être ta femme » ou « Nos enfants auront tes yeux ». Elle plaisantait sur les noms de famille et les listes de lecture de mariage. De temps en temps, il y avait un petit commentaire sur l'argent, juste assez pour le remarquer. « Je n'arrive pas à croire que ton patron conduise cette voiture, disait-elle après un événement professionnel. Si je gagnais cet argent, j'aurais quelque chose de plus beau. Ou, quand nous serons mariés, nous ne vivrons pas dans un endroit comme celui-ci pour toujours, n'est-ce pas? Je veux quelque chose dont nous pourrons être fiers. » C'était le premier signal d'alarme que j'ai mis de côté au lieu de l'affronter. Parfois, nous faisons semblant de ne pas entendre les signes avant-coureurs parce que l'image dans notre tête est plus confortable. Il y a environ 3 mois, j'ai décidé de la demander en mariage. J'y avais pensé pendant un moment. Nous avions nos problèmes, mais rien que je considérais comme un motif de rupture. Je me suis dit, personne n'est parfait. Et elle m'aimait, et c'était ce qui comptait. J'ai acheté une bague. Elle n'était pas minuscule, mais elle était modeste. Environ 3 000 €, un anneau simple, une pierre propre, rien de tape à accent grave-l'œil, classique et élégante. J'aurais pu m'offrir plus, beaucoup plus. Mais je voulais que la bague corresponde à la vie qu'elle pensait que nous avions. Si elle était vraiment satisfaite de moi, elle serait satisfaite de cela. J'ai planifié une demande en mariage simple. Un dîner dans un bon restaurant, une promenade dans un parc ensuite, puis un petit discours que j'avais pratiqué dans ma tête au moins 50 fois. Elle a pleuré quand j'ai fait ma demande, a dit oui, m'a serré si fort que j'ai failli faire tomber la bague. Elle a publié une photo de sa main avec la légende, pour toujours avec mon meilleur ami. Pendant quelques jours, c'était parfait. Puis j'ai remarqué la façon dont elle regardait parfois la bague quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Pas dégoûtée, pas contrariée, juste insatisfaite. Son expression avait un pincement, un c'est tout, silencieux. Elle a commencé à suivre des comptes de bijoux sur les réseaux sociaux, à aimer des photos d'énormes diamants, à écrire des légendes comme des objectifs un jour et c'est le rêve. Elle m'a envoyé quelques messages à moitié pour plaisanter, regarde ce monstre avec des émojis qui rient. Je répondais, cette chose pèse plus lourd que ta main. J'essayais de garder les choses légères, mais quelque chose dans ma poitrine se serrait à chaque fois. Puis vint la fête de fiançailles d'Ashley. Ashley était sa meilleure amie de l'université. Elle allait se marier avec un avocat d'affaires nommé Brad qui semblait croire qu'une bague devait être aussi lourde que votre engagement. Sa bague de fiançailles était énorme, claire, parfaite, le genre de chose qui scintillait de l'autre bout de la pièce. La fête avait lieu dans un restaurant chic du centre-ville. Salle privée, nappe blanche, vue sur les lumières de la ville. Tout le monde y était habillé comme pour passer une audition pour un magazine de style de vie. À un moment donné, Ashley et Brad ont fait la présentation informelle, le tour de la bague. Toutes les femmes se sont rassemblées autour d'elle, lui attrapant la main, prenant des photos, poussant des petits cris. Les gens faisaient des blagues sur le fait d'avoir besoin de lunettes de soleil à cause de la brillance. J'étais debout avec un petit groupe dans un coin. Rebecca, 2 de ses amis, un gars que je ne connaissais pas. Ashley est venue et a de nouveau tendu sa main en riant. Elle est magnifique, a dit Rebecca en fixant la bague. J'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu auparavant. De l'amertume. Brad a fait les choses en grand, a dit Ashley. Il voulait que j'aie le meilleur. L'une des amies de Rebecca, Monica, s'est tournée vers elle. Fais-nous voir la tienne encore une fois, Beck, a-t-elle dit. Rebecca a hésité une demi-seconde, puis a levé la main. La différence entre les bagues était évidente. Celle d'Ashley avait l'air d'avoir sa propre orbite. Celle de Rebecca avait l'air petite et simple à côté. Elle est mignonne, a dit Monica, et le mot a atterri comme une insulte. Ouais, a dit Rebecca doucement. Puis elle m'a regardé et quelque chose a changé dans ses yeux. Eh bien, c'est ce qu'il pouvait s'offrir, a-t-elle ajouté. Le petit cercle est devenu silencieux. J'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas seulement les mots. C'était le ton. Comme si elle justifiait une déception. Ashley a rapidement essayé d'arranger les choses. Elle est charmante, Rebecca, a-t-elle dit. Vraiment classique. Mais Rebecca n'avait pas terminé. C'était peut-être le vin. C'était peut-être des mois de petits ressentiments. C'était peut-être juste qui elle était vraiment qui apparaissait enfin à la lumière. Je veux dire, j'ai dit oui parce que je l'aime, tu sais, a-t-elle continué en riant un peu.
C'était un mensonge. Elle n'avait jamais demandé rien de différent. Elle n'avait jamais dit une seule fois qu'elle voulait plus gros ou meilleur. Toutes ces demandes dans ma tête, tous ces plans avaient été mon idée. Elle avait semblé heureuse. Maintenant, elle réécrivait l'histoire pour son public. Quelques personnes ont ri de façon gênée. Monica a eu un sourire narquois. Le gars que je ne connaissais pas a gloussé et a secoué la tête. Mince, mec. Il a dit, c'est dur. Tout le monde m'a regardé. Ils attendaient que je me défende, que j'en rie, que je dise que j'économisais, que j'admette que j'étais fauché, que je sois embarrassé. J'ai juste souri. Je n'ai pas dit un mot. J'ai jeté un long regard à Rebecca, à la personne que je pensais voir devenir ma femme, à la femme qui, devant des amis et des étrangers, avait fait de moi une blague sur l'argent. Puis j'ai posé mon verre, je me suis retourné et je suis sorti. Pas de scène, pas de voix élevée, pas de discours, juste des pas silencieux vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu sa voix. Nathan. Oh mon Dieu, je plaisantais. Nathan. Je ne me suis pas retourné. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison s'est fait en silence. Le genre de silence qui semble pur. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas en colère de manière bruyante. J'ai juste senti une porte se fermer en moi. À la maison, j'ai fait un sac, des vêtements, mon ordinateur portable, des articles de toilette. J'ai réservé un hôtel pour quelques nuits et j'y suis allé, je m'y suis enregistré, je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des appels, des messages, encore des appels. Je l'ai retourné face vers le bas. Elle a appelé 47 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message. Viens chercher tes affaires à l'appartement, ai-je écrit. Je serai absent pour la journée. Laisse ta clé. Elle a répondu presque instantanément. Tu romps sérieusement avec moi pour une blague, a-t-elle écrit. Ce n'était pas une blague, ai-je répondu. C'était toi me montrant exactement ce que tu penses de moi. Tu es ridicule, a-t-elle écrit. Je passais juste mes nerfs. Tu sais que je t'aime. Tu m'as humilié devant tous les gens que nous connaissons parce que je ne t'ai pas acheté une bague assez grosse, ai-je répondu. Nous avons fini, Nathan. S'il te plaît, a-t-elle écrit, je suis désolé. J'étais ivre et jalouse. Pouvons-nous parler s'il te plaît? Je n'ai plus regardé mon téléphone et j'ai passé la journée à chercher de nouveaux endroits où vivre. En quelques heures, j'ai trouvé un appartement dans un meilleur quartier de la ville. Bâtiment moderne, bonne sécurité, proche de mon nouveau lieu de travail. Je lorgnais sur des endroits comme celui-là en ligne depuis des mois, sans jamais cliquer sur postuler parce que je ne voulais pas susciter de questions. Ce jour-là, j'ai signé le bail. Parfois, la clarté avance plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Quand vous acceptez enfin qui est vraiment quelqu'un, les décisions qui semblaient lourdes deviennent simples. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de déménagement et de coupures de contact. Rebecca est venue à l'appartement pendant que j'étais sorti, a pris ses affaires, a laissé la clé sur le comptoir. Elle a aussi laissé une note manuscrite sur à quel point elle regrettait ce qu'elle avait dit, comment elle ne le pensait pas, comment elle était juste peu sûre d'elle et se comparait à Ashley. Je l'ai jetée. Elle s'est présentée à l'hôtel une fois en pleurant dans le hall. J'ai dit à la réception qu'elle n'était pas l'une de mes invitées et je suis sorti par la cage d'escalier arrière. Elle a envoyé de longs messages. Ses amis m'ont contacté dans des discussions de groupe me demandant de s'il vous plaît lui parler en ligne. Elle a publié des messages vagues sur le fait de tout perdre et de faire des erreurs. Elle a publié d'anciennes photos de nous avec des légendes tristes, puis les a supprimées quand je n'ai pas réagi. J'ai changé mon numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai dit à des amis communs que je ne voulais pas de mise à jour. Ce n'était pas de la rage. C'était du respect de soi. Pendant que ma vie personnelle s'effondrait, ma vie professionnelle passait au niveau supérieur. Au cours de l'année écoulée, j'avais construit quelque chose de mon côté. Un projet de capital risque axé sur les technologies en phase de démarrage. En partenariat avec quelques personnes en qui j'avais confiance. Les nuits et les week-ends étaient devenus des plans d'affaires et des présentations. Doucement en arrière-plan, cela avait commencé à fonctionner. Juste au moment de la rupture, ce projet parallèle a décroché un partenariat majeur avec une plus grande entreprise,
suffisant pour justifier de quitter mon emploi de consultant et de m'y consacrer pleinement. Nous avons emménagé dans un nouveau bureau dans un bâtiment moderne en verre au centre-ville. Mon nom figurait sur le répertoire avec le titre de fondateur à côté. Je ne l'ai pas diffusé en ligne. Je n'ai pas commencé à porter des vêtements de créateur. J'ai juste changé ma routine d'un bureau à un autre et j'ai continué à vivre ma vie. Pendant ce temps, Rebecca partait en vrille. Un ami commun m'a pris à part pour prendre un café un jour. Elle n'arrête pas de demander où tu es. Il a dit, où tu vis, où tu travailles? Elle dit aux gens que tu fais une énorme erreur, que tu regretteras de l'avoir perdue. Laisse-la parler, ai-je dit. Elle a le droit d'avoir sa version. J'ai la mienne. Puis vint la visite au bureau. Nous étions au milieu d'une réunion avec des investisseurs potentiels. Diapositive à l'écran, chiffres sur la table, visage sérieux écoutant les projections. Mon assistante a frappé à la porte de la salle de conférence. « Je suis désolé de vous interrompre » a-t-elle dit doucement. « Mais il y a une femme à la réception qui exige de vous voir. » Elle dit « Quel est votre fiancé ?» La sécurité est sur le point de l'escorter vers la sortie, mais j'ai pensé que je devais vérifier d'abord. Mon estomac s'est noué pendant une seconde, puis s'est stabilisé. « Dites à la sécurité de me donner 5 minutes, ai-je dit. Je vais m'en occuper. » Je me suis excusé et j'ai marché vers le hall. Rebecca se tenait là en train de se disputer avec l'agent de sécurité. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son maquillage étalé comme si elle avait pleuré en chemin et essayé de le réparer dans la voiture. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Nathan, a-t-elle dit, Dieu merci. Dis-leur que je suis autorisé à être ici. Nous devons parler. Tu n'es pas ma fiancée, ai-je dit calmement. Nous avons rompu il y a 2 semaines. Son visage s'est décomposé. Nathan, s'il te plaît, a-t-elle dit. Juste 5 minutes. J'ai essayé de te joindre. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. L'agent de sécurité m'a regardé. J'ai hoché la tête pour lui dire que ça allait. Il a reculé mais est resté en vue. Tu as 3 minutes, ai-je dit. Que veux-tu? Elle a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée. Pour la première fois, elle a vraiment regardé autour d'elle. Le hall, les sols en marbre, les œuvres d'art, le répertoire sur le mur listant les entreprises. Ses yeux ont balayé vers le bas puis se sont arrêtés. Elle a vu mon nom à côté d'un numéro de bureau, à côté du mot fondateur. J'ai regardé la réalisation la frapper. Tu es un fondateur, a-t-elle dit lentement. De quoi? Une société de capital risque technologique, ai-je dit. Nous venons de conclure un partenariat majeur. Je fais la transition depuis le conseil. Mais tu as dit que tu n'étais qu'un consultant, a-t-elle dit. Tu conduisais cette vieille voiture. Ton appartement était. Je sais ce qu'était mon appartement, ai-je dit. Je l'ai choisi. Tu m'as menti, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Pendant tout ce temps, tu as caché que tu avais réussi. Tu m'as laissé penser que tu étais fauché. J'ai presque ri, mais pas d'une manière méchante, plutôt par incrédulité. Je n'ai pas menti, ai-je dit. Je ne t'ai juste pas tout dit. Il y a une différence. Tu connaissais mon travail. Tu savais que je faisais de longues heures. Tu savais que je vivais modestement. Tout cela était vrai. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a-t-elle exigé. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais, ai-je dit. Pas mon bilan comptable. Je voulais voir si l'argent n'avait vraiment pas d'importance pour toi comme tu le disais. Tu as toujours prétendu que tu ne te souciais pas des choses chères tant que nous étions ensemble. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Tu m'as testé. Peut-être, ai-je dit, mais je ne t'ai pas piégé. Je n'ai pas promis un style de vie pour ensuite le retirer. J'ai vécu simplement. Je t'ai montré qui j'étais. Tu t'es moqué de moi lors d'une fête parce que la bague n'était pas assez grosse pour impressionner tes amis. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Une seule erreur. J'étais ivre. J'étais jalouse. Je me sentais petite à côté d'Ashley et de son énorme caillou. J'ai craqué. C'était stupide. Je le sais. Pouvons-nous s'il te plaît recommencer à zéro? Je jure que je n'agirai plus jamais comme ça. C'est là que beaucoup de gens cèdent.
J'ai pensé, ils entendent les excuses. Ils voient les larmes. Ils veulent retrouver le vieux rêve. Ils ignorent la vraie raison de ces larmes. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit à voix haute. C'était la vérité. Tu en voulais à la bague parce qu'elle ne te permettait pas de te vanter. Tu étais gêné d'être vu comme la femme avec le plus petit caillou. Tu as dit aux gens que j'étais fauché. Tu as dit que tu avais dû supplier pour l'avoir. C'est ce que tu pensais vraiment de moi. Elle a secoué la tête. L'argent compte, a-t-elle dit. Personne ne veut vivre en luttant. Je voulais juste me sentir spécial. Je voulais avoir l'impression que tu pensais que je valais la peine de faire des folies. Tu valais l'honnêteté, ai-je dit. Alors la voici. Si tu avais su que j'avais de l'argent, tu aurais agi comme si tu étais satisfaite. Tu aurais dit toutes les bonnes choses. Mais au moment où tu as cru que je ne pouvais pas t'offrir une Vita pas accent grave l'œil, tu m'as humilié. Cela me dit exactement qui tu es quand tu penses qu'il n'y a rien à gagner. Sa voix s'est brisée. Je t'aime, a-t-elle dit. Je me fiche de ces choses. Je manque juste de confiance en moi. S'il te plaît, ne nous jette pas. Je ne jette rien, ai-je dit. Tu as fait ça à la fête de fiançailles d'Ashley. Je ne fais que l'accepter. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. S'il vous plaît, escortez mademoiselle Davis vers la sortie, ai-je dit. Elle n'est pas la bienvenue ici. Nathan, attends, a-t-elle dit en faisant un pas vers moi. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je serai meilleur. Je le jure. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné vers la salle de conférence, vers les gens qui comptaient sur moi ce jour-là. Derrière moi, je l'entendais supplier et pleurer alors que la sécurité la guidait vers la porte. Je ne me sentais pas triomphant. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quelque chose. Je me sentais juste libéré. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu en personne. Les retombées ont été rapides. Rebecca a essayé de redorer son image en ligne. Elle a écrit de longs messages sur des problèmes de communication et des blagues sorties de leur contexte. Elle a dit qu'elle avait testé la relation et que tout le monde avait échoué. Elle essayait clairement de faire passer l'idée que j'avais joué à des jeux psychologiques en ne révélant pas mes finances, mais d'autres personnes étaient à cette fête de fiançailles. Ashley, tout à son honneur, ne l'a pas couverte. Elle a même publié quelque chose sur son propre compte. Rebecca a humilié Nathan à ma fête de fiançailles, a-t-elle écrit. Elle s'est moquée de lui parce qu'il n'était pas assez riche devant tout le monde. Maintenant, elle est contrariée qu'il ait eu du succès tout au long et qu'il ait choisi de ne pas l'exhiber. Ce n'est pas un malentendu, ce sont des conséquences. Des captures d'écran des commentaires originaux de Rebecca se sont répandus dans notre groupe d'amis. Monica et quelques autres ont essayé de faire croire que j'avais piégé Rebecca ou que je l'avais poussée à l'échec, mais la plupart des gens n'y croyaient pas. L'opinion générale s'est arrêtée sur une idée simple. J'avais évité une balle. Rebecca a essayé de me contacter encore et encore. Des lettres livrées au bureau, des courriels sur mon compte professionnel, des demandes de connexion sur LinkedIn accompagnées de longs messages. Finalement, j'ai demandé à mon avocat de lui envoyer une lettre formelle lui disant d'arrêter de me contacter. Après cela, les messages directs ont ralenti, puis se sont arrêtés. J'ai entendu des bribes de sa vie par des amis communs. Qu'elle a commencé à sortir avec un gars qui conduisait une voiture de luxe et portait des montres qui coûtaient plus cher que ma vieille Honda. Qu'elle exhibait les dîners coûteux et les voyages du week-end. Qu'elle disait aux gens que j'étais cruel et narcissique et que j'avais joué avec ses sentiments. Elle dit que tu l'as piégée, m'a dit un ami. Que tu as caché qui tu étais vraiment pour voir si elle échouerait. Peut-être que je l'ai fait, ai-je dit. Mais tout ce que j'ai fait, c'est lui donner une chance d'être elle-même. Elle l'a saisi. Environ un mois après la scène au bureau, j'ai entendu dire qu'elle et le nouveau gars s'étaient fiancés. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran de l'annonce. Elle était là, souriante, la main levée vers l'appareil photo. La bague était massive, bien sûr, plus grosse que celle d'Ashley, peut-être. La légende était pleine de mots d'amour et de promesses pour toujours. Je l'ai regardée pendant un moment, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné au travail. Ma propre vie a continué d'avancer. L'entreprise s'est développée plus vite que prévu. Ce premier partenariat a conduit à 2 autres. En 6 mois, nous avons triplé notre clientèle. J'ai quitté l'appartement pour emménager dans une maison que je surveillais en ligne depuis des années.
Pas un manoir, juste un endroit solide et magnifique dans un quartier calme. J'ai acheté des meubles que j'aimais vraiment. J'ai aménagé un petit bureau à domicile. J'ai mis un barbecue dans le jardin. Pour la première fois, j'ai laissé mon environnement correspondre à mes moyens parce qu'il n'y avait personne pour qui jouer la comédie. J'ai recommencé à sortir avec des filles, finalement, lentement. Je n'étais pas intéressé à répéter d'anciens schémas. Lors d'une conférence sur la technologie environ 3 mois après la rupture, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Lena. Elle était ingénieure en logiciel. Elle conduisait une Subaru cabossée qui grinçait quand elle tournait et dont le pare-choc était fissuré. Elle vivait dans un petit appartement même si elle gagnait bien sa vie. Lors de notre premier rendez-vous, elle a commandé l'option la moins chère du menu sans y penser à 2 fois. Quand je lui ai demandé pourquoi elle vivait si modestement, elle a haussé les épaules. J'économise de manière agressive pour prendre une retraite anticipée, a-t-elle dit. Je veux la liberté plus que les choses. Nous avons passé des heures à parler d'objectifs de vie, de budget, et de joie simples comme des week-ends tranquilles et du bon café. Quand l'addition est arrivée, elle a essayé de la diviser, pas pour jouer la comédie, mais de manière très naturelle. Nous nous sommes compris. Il n'y a pas eu d'allusion à des créateurs de mode. Pas de test du genre « un jour je veux une maison comme ça ». Pas de commentaires sur la nécessité d'avoir une certaine voiture. Quand j'ai mentionné ce que je faisais dans la vie, elle a dit « cela semble intense, pas cela semble riche ». Pour son anniversaire, quelques mois après le début de notre relation, je lui ai acheté quelque chose de petit mais de personnel. Un carnet personnalisé avec une citation qu'elle aimait sur la couverture et un simple bijou qui correspondait à une histoire qu'elle m'avait racontée. Elle a pleuré quand elle l'a ouvert. « Pourquoi pleures-tu » ai-je demandé, confus. « Parce que tu écoutes » a-t-elle dit. « Tu t'es souvenu de choses que j'ai dites il y a des mois. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. » Les cadeaux n'étaient pas chers. Ils étaient attentionnés. C'était ça la différence. Rebecca avait voulu la preuve que je pouvais acheter quelque chose de grand. Lena voulait la preuve que je prêtais attention. Maintenant, près d'1 an plus tard, ma vie est tranquille dans le meilleur sens du terme. L'entreprise se porte bien. Ma relation est saine. Je conduis une meilleure voiture maintenant, mais pas pour impressionner qui que ce soit. J'achète ce qui me plaît vraiment, pas ce qui enverra un message. Parfois, les gens me disent que j'ai eu tort de tester Rebecca, que j'aurais dû être honnête dès le début. Je comprends ce point de vue. Mais voici ce que je sais. Si je lui avais montré l'argent en premier, elle aurait joué un rôle. Elle se serait dit, et à moi aussi, qu'elle ne se souciait pas de la richesse. Elle aurait souri devant une grosse bague et dit que l'important c'était l'amour. Et nous y aurions cru tous les deux. Vivre modestement n'a pas créé son caractère. Cela l'a révélé. L'humiliation est douloureuse, mais c'est aussi un cadeau. Quand quelqu'un choisit de vous faire honte publiquement, il vous dit qui il est quand il pense que vous n'avez rien à offrir. Rebecca m'a montré cette version d'elle-même à 29 ans. Je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à la prendre à 39 ans avec des enfants et une hypothèque et une vie partagée qui auraient été beaucoup plus difficiles à démêler. Je dors bien la nuit. Si elle dort bien aussi, ou non, cela ne fait plus partie de mon histoire. Voici les leçons que j'en ai tirées. Leçon 1. Les gens montrent leur vraie valeur quand ils pensent que personne ne regarde et que l'enjeu n'est pas important. Croyez ces moments plus que les jolis mots. Leçon 2. La façon dont quelqu'un parle de vous aux autres est aussi importante que la façon dont il vous parle. Le manque de respect en public n'est pas une blague. C'est un avertissement. Leçon 3. L'argent ne change pas le caractère. Il ne fait qu'augmenter le volume de ce qui est déjà là. Quelqu'un qui se moque de vous quand il pense que vous avez peu ne deviendra pas magiquement gentil quand vous aurez plus. Leçon 4. Vous avez le droit de vivre en dessous de vos moyens et de vous protéger. Vouloir être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez, n'est pas de la manipulation. C'est le respect de soi de base. Leçon 5. Le bon partenaire sera fier de vous, que votre bague soit modeste ou massive. Il se souciera plus de la personne qui la porte que de la pierre qui se trouve dessus. Leçon 6. Quand quelqu'un vous montre que le statut compte plus pour lui que le caractère, s'éloigner tôt n'est pas cruel. C'est une miséricorde pour votre futur vous. Et vous?
À quel moment de cette histoire auriez-vous mis fin à la relation après les commentaires sur l'argent à la fête de fiançailles? Ou lui auriez-vous donné une autre chance? Et avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a traité différemment en fonction de ce qu'il pensait que vous pouviez fournir? Partagez votre expérience et ce que vous en avez appris.